Alors, la surprise qu'on a cette année, est-ce que c'est dû au fait, comme on le voit un petit peu partout dans les manifestations, tant musicales que cinématographiques ou autres, ces temps-ci, un engouement réel des gens de revenir, se retrouver ensemble et de retrouver ensemble et de pouvoir profiter de ce genre d'événements. On a trouvé parallèlement assez amusant que beaucoup d'invités cette année nous ont demandé des programmes spéciaux. C'est-à-dire que là où d'habitude vous auriez une séance avec un invité et présenter un film, on se retrouve avec pas mal de gens qui nous disent mais j'aimerais bien faire un double programme ou une soirée spéciale, etc. Ce qui complique un peu la charge parce qu'on se retrouve avec une grille programme un peu particulière ici au Forum, puisqu'on est quand même sur un espace de 3 salles qu'il faut en plus temporiser en fonction des circulations, ce qui est un peu normal. Donc ça a donné un petit casse-tête quand même pour la grille cette année, mais on va avoir pas mal de programmes et à un prix attractif, puisqu'en plus on n'a pas voulu jouer cette augmentation malgré le complément de programme qui fait que le billet sera quasiment au même prix, sur une quantité assez étonnante de films. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette envie comme ça de faire profiter de leur présence au festival pour donner davantage. Alors, il y a toujours le principe des cartes blanches, qui est un grand classique qu'on a instauré en France il y a plus de 25 au siècle dernier maintenant, même si tout le monde fait des cartes blanches évidemment aujourd'hui, donc il y en aura encore. Mais parallèlement à cela, il y a on va dire de fausses cartes blanches, puisque des invités assez prestigieux viennent présenter cette année un film par-ci, un film par-là de leur choix, en nous disant évidemment, si vous montrez ça, j'aimerais vachement le présenter, etc. Ce qui va être le cas. La surprise dans une semaine ou deux, mais il y a pas mal d'invités, peut-être passés par des cartes blanches eux-mêmes, d'ailleurs historiquement, qui veulent revenir à la maison. Donc ça va être assez fourni au niveau invité en tout cas. Les compétitions sont maintenant pour les longs métrages de 12 films, en accord avec notre partenaire Canal+, qui remet donc comme chaque année le grand prix de l'acquisition d'un film directement à l'antenne. On s'est arrêté sur 12 films, d'abord parce que plus c'est beaucoup, ça fait vraiment beaucoup à voir. Et puis la vérité, c'est que c'est un petit peu alarmiste en même temps par les temps qui courent, mais il ne faut pas se leurrer, je pense que tout le monde est à la même enseigne mondialement. Il y a une déperdition de la qualité aujourd'hui de la production, précisément du cinéma de genre. Le fait de l'explosion des VOD fait que beaucoup de productions s'orientent vers la vente directe pour des chaînes privées, ce qui se vérifie dans les salles. Il n'y a plus énormément, il n'y a plus pléthore de films de genre à sortir en salle aujourd'hui. Il y en a, mais beaucoup moins qu'à une époque, ce qui induit que vous, fatalement, vous êtes un petit peu embêté aussi pour trouver des œuvres de qualité dans ce que nous appelons la qualité pour le spectateur de l'Étrange Festival et la spectatrice de l'Étrange, à donner un niveau assez correct, tant pour la sélection de nos partenaires qui vont juger ces films et qui eux-mêmes voient aussi beaucoup de choses en parallèle, il ne faut pas se leurrer, puisque eux-mêmes Canal+ étant une chaîne de diffusion à péage, donc eux-mêmes aussi ont des films parallèlement. Donc la compétition devient un peu compliquée, donc on s'est limité à 12 films, ce qui est très très bien, ce qui est à bon équilibre, puisque à côté de ça, n'oublions pas qu'il y a aussi le fameux format des nouveaux talents, c'est-à-dire les premiers films, ce qui s'appelle la Caméra d'Or en l'occurrence pour Cannes par exemple, où cette année on est très content parce que Cocorico, pas mal de films français vont meubler justement ce nouveau talent. Des films vraiment de très bonne tenue, qui n'ont rien à envier justement des productions internationales. On sait qu'il y a un regain d'intérêt du film de genre en France ces temps-ci, on nous le promet. Force est de constater que ça y est, il arrive. On est en train de voir des films, nous, cette année, et il y en a beaucoup qu'on n'a pas pu prendre, évidemment, mais il y a beaucoup de films de très bonne qualité qui vont nourrir justement ce nouveau talent. Et puis, il y a évidemment les très attendus hors compétition, avec beaucoup d'avant-premières, de films inédits, de premières internationales, qui seront assez nombreuses, et surtout, qui rejoint un petit peu ce que je disais juste avant sur le fait qu'il y a un appauvrissement de la nouveauté, entre guillemets. On va vers une expansion des pépites, ce qu'on a appelé les pépites, à savoir beaucoup de films anciens, restaurés ou non d'ailleurs, qu'on fait restaurer nous-mêmes, qui n'ont jamais été vus, pour le plus grand nombre, ou au moins sur un écran de cinéma, dans ces vraies conditions en salle, qui sont les moyens de faire des redécouvertes aussi, pour certains, et des découvertes simples pour les jeunes générations, ce qui est le but d'une manifestation comme l'Étrange Festival de toute façon. Et là, il y en a en effet de plus en plus. Ça se vérifie sur le catalogue. D'habitude, il y a toujours eu historiquement une espèce de canevas avec une dizaine de pépites. Là, on va largement l'exploser avec beaucoup de films. Sur l'histoire du cinéma, maintenant, remplit les trésors à faire redécouvrir. Donc, c'est pas ce qui manque. Il faut juste trouver les copies, trouver les ayants droit et avoir du matériel honorable pour les présenter. Parallèlement, évidemment, il y a aussi la fameuse compétition court-métrage internationale qui existe depuis maintenant quasiment l'existence du festival, puisqu'elle a été créée dès sa 2e édition, donc autant dire que ça fait 28 ans que la compétition est là.
Compétition dont on a toujours été plutôt fiers, puisque dans laquelle historiquement, et ça se vérifie facilement, ont été découverts en France pour la première fois un certain nombre d'auteurs et d'autrices aujourd'hui très connus mondialement avec leur long métrage. Et ça va continuer, puisque là encore cette année dans la compétition composée de 7 programmes, en gros d'une heure et demie, 100 minutes, 90 minutes, comme chaque année, pour essayer de rentrer tout le monde. Et Dieu sait qu'on a encore vu énormément de choses cette année. Donc ça a été la déchirure pour arriver enfin à se mettre d'accord avec le comité, pour arriver à ces 7 programmes, ce qui correspond à un peu plus de 600 heures de film en l'occurrence, avec beaucoup de choses intéressantes, des Français une fois de plus, pas mal de films en compétition français et française, beaucoup d'internationaux, beaucoup de films asiatiques. On sait que c'est un territoire et un continent qui explose davantage aujourd'hui face aux Nord-Américains ou même aux Anglo-Saxons. Ça fait plaisir. Il y a des choses qui bougent aussi de ce côté-là, des films asiatiques ou même indiens, etc. Donc beaucoup d'internationalisation de la compétition court-métrage et qui, de toute façon, doit ouvrir davantage à une fréquentation du public, parce que c'est là où, en effet, je le répète, c'est un véritable vivier d'avenir et on voit tous les jeunes créatrices et les jeunes créateurs de demain. Que dire par rapport à la non-reconnaissance, on va dire, entre guillemets, du travail de l'Étrange Festival en bientôt 30 ans, voire même physiquement 30 ans, puisqu'il y a eu 2 ans d'arrêt suite aux travaux du Forum des Images en un temps, mais en vérité, on devrait déjà être à la 31e édition. Que dire par rapport à cela? Je ne sais pas. Ce qui est vérifiable en tout cas, c'est que beaucoup d'œuvres découvertes à l'Étrange Festival explose par la suite dans les grandes manifestations, que ce soit Cannes ou d'autres manifestations de catégorie A, ou des reconnaissances. Sortait cet été, l'été dernier, au mois de juillet, le film Limbo, le film hongkongais Limbo, qui a été découvert quasiment en seconde européenne avec nos collègues italiens à l'Étrange Festival, et qui vient d'être primé dans différentes manifestations cette année seulement, et qui sortait cet été avec le succès que l'on sait. Comment l'expliquer? Nous, ce qu'on sait, c'est que notre travail ne s'est jamais arrêté. On a toujours été dans le défrichage, en effet, dans la découverte, dans cette passion de la découverte. Et même 6 mois sans jouer les yeux anciens et créer ce festival, enfin co-créer ce festival il y a maintenant 3 décennies, il y a une jeune génération qui arrive et qui nous a pris non pas le relais, mais est venue conforter davantage ce travail qui est aussi passionné de découverte. Donc ça continue, ça continuera toujours, comme le disait notre cher Jean-Pierre Lyonnais lors d'un documentaire il y a quelques années pour les 25 ans, l'Étrange Festival ne s'arrêtera jamais, il continuera toujours parce qu'il y aura toujours à faire découvrir davantage justement. Pourquoi une certaine presse, pourquoi certains médias, certaines institutions, disons-le clairement, ministère de la Culture, CNC, etc., n'investissent pas davantage sur l'Étrange Festival? C'est à eux et à elles qu'il faut poser la question. Bah déjà, c'est son investissement. C'est déjà sa volonté de faire bouger les lignes, pour prendre une expression un petit peu bateau, d'essayer de trouver justement, et là concrètement, la soirée dans laquelle elle s'est investie pour cette édition autour du consentement, qui est large, hein, qui n'est pas que sexuel d'ailleurs, puisqu'elle développe aussi à côté consentement médical, donc il y a un véritable investissement, un vrai questionnement de sa part, qu'elle développe également sur son blog, en l'occurrence. Ça nous a intéressés, comme il l'en fut pour Ovidie l'an dernier, de lui donner la parole et justement d'approcher, dans le cadre de ces soirées, non seulement une programmation de films, ça va de soi, mais aussi de développer davantage un échange, un temps d'échange avec les spectateurs et spectatrices. Il y a même en l'occurrence un petit quiz-jeu, mais il ne faut pas en dire plus, il faut laisser la surprise dans la salle, d'échange justement autour du consentement avec les spectateurs et spectatrices. C'était intéressant parce que c'est en plus une jeune génération, là aussi, encore une fois, de développer, d'aller pousser dans ce sens, dans les retranchements d'une certaine forme sociétale, on va dire, de règles établies ou mal établies, qui fait que ça nous fait plaisir d'aider aussi dans ce sens à ce type de choses. Donc c'est pour ça que le travail développé par Olympe, qui n'est pas une nouveauté, hein, elle est déjà venue au festival présenter des films en compétition, en l'occurrence il y a quelques années, nous sied bien, et il était évident que pour nous c'était une évidence de l'inviter à partager avec nous le festin de l'Étrange Festival. Comment définir l'alchimie qui se produit de toute évidence depuis quelques années avec le rapport de ce que nous on a amené à une époque précise qui était la fin des années 90, la naissance de cette fin de siècle, déjà dégradée ou décapante, je ne sais pas comment on pourrait la nommer, et cette nouvelle génération de déjà une belle entame du 3e millénaire qui veulent autre chose, qui amènent autre chose, qui pensent autre chose, qui pensent différemment, mais qui se rejoignent avec une certaine liberté tranchée qu'on avait déjà. Je pense que quelque part, je ne dirais pas que le drapeau noir flotte sur la marmite, mais cet esprit est encore là.
Il n'y a que les pistes froides les convenus qui vont peut-être s'y opposer, mais je pense qu'il y a toute une génération qui a besoin d'en découdre, et c'est tout à fait humain et normal. C'est même salvateur, quelque part, je trouve, pour une société de vouloir en découdre et pas rentrer dans un créneau. Donc, appeler ça punk à une époque et aujourd'hui nouveau. C'est marrant, je ne sais pas si ça serait une référence pour beaucoup de gens, mais dans les années, je crois, 80, un groupe américain qui s'appelait Divo avait sorti un album qui s'appelait New Traditionalist, qui était un pied de nez justement par rapport, surtout aux États-Unis, à la culture, à la politique qui était enclin là-bas. Et il y a un petit peu de ça quelque part, c'est de faire du neuf avec du vieux et du vieux avec du neuf. Quelque part, il y a une inversion des genres, si je puis dire. Il n'y a pas plus mode que genre en l'occurrence, et c'est pour ça que je pense qu'on s'y retrouve. C'est vrai que l'étrange festival, qui pourrait des fois choquer, surprendre avec certains concepts, certains films, certaines œuvres ou concerts, n'a pour l'instant, et j'irais même pas dire je touche du bois, parce que ça me semble sain et l'inverse serait dramatique, n'a jamais été inquiété. C'est vrai que mine de rien, quand on y pense, on a fait beaucoup de choses, on a montré beaucoup de choses, fait découvrir beaucoup de choses, en restant, entre guillemets, dans une norme logique de la loi. On sait quelles sont les limites de la loi française, en l'occurrence. On ne s'y est jamais opposé, on n'a pas franchi les lignes, tout en montrant quand même des choses. Et personne n'est jamais venu s'en plaindre. Ce qui veut probablement dire que, un, on sait le faire, deux, on sait comment les présenter, sans agressivité, sans provocation pure, avec une véritable spiritualité, si je puis dire. Mine de rien, c'est le plus important quand même dans tout cela. Et c'est peut-être ce qui justifie que des jeunes générations peuvent s'y retrouver également. C'est qu'il n'y a pas une volonté d'en découdre forcément violemment. Tout le monde a sa place. La porte est grande ouverte, c'est une espèce de tour de Babel, l'étrange festival, humblement hein, de toute façon, mais on essaye de trouver dans chaque coursive, chaque recoin de cette tour, des formes différentes où chacun peut s'y retrouver. Concernant notre cher Serebrennikov, ça a été un peu compliqué. Ça fait, comme souvent avec les cartes blanches, des années que nous travaillons sur un invité ou une invitée. Ça peut prendre des fois 10 ans. Je ne nommerai pas de nom historiquement, mais ça s'est produit en fonction des tournées qu'ils ont, des tournages qu'ils ont, etc. Et là, dans le cas de Serebrennikov, ça faisait 2 ans qu'on souhaitait le faire. On avait montré ses 3 derniers films, ces 3 magnifiques derniers films en l'occurrence. Il est très très débordé, il travaille beaucoup, il vit maintenant à Berlin, évidemment, étant parti de l'URSS depuis un certain... la Russie, pardon, depuis un lapsus révélateur, depuis un certain temps. Et là, en plus, il fait beaucoup d'opéras. Il finissait, là, au moment du démarrage de l'été, un nouveau film en Amazonie. Donc, ça a été un petit peu compliqué de communiquer avec lui sur la programmation. Et ça se comprend, évidemment, si vous êtes en plein tournage dans un pays, revoyez les tournages d'Herzog, vous allez comprendre un petit peu ce que ça veut dire. En plus, il n'est pas simple lui-même au travail, c'est quelqu'un de très précis, très méticuleux, donc je pense que ça va être très compliqué, des échos qu'on en a à distance et qu'on en a eu pendant tout l'été. Il a quand même réussi, parce que cette carte blanche lui tenait quand même à cœur depuis le temps qu'on essayait de la faire. De surcroît, il est en répétition en ce moment à Paris pour son nouvel opéra, l'Opéra Garnier, qui commence fin septembre, juste après le festival. Donc il a été un peu occupé. On a réussi à monter cette carte blanche, qui est épatante, parce que là où ses spectateurs, en l'occurrence, pourraient s'attendre à quelque chose d'assez académique, assez classique, si je puis dire, hein, par rapport à son œuvre, il a pris tout ça à contre-pied, puisqu'on y trouve aussi bien du Cannibal Holocaust que des films plus classiques de Buñuel, enfin classiques, entre guillemets, de Buñuel et d'autres auteurs de ce même genre, Pasolini, etc., ou même Roy Andersson. C'est intéressant de voir qu'un cinéaste comme cela, justement, a des références et des référents. Il est très cinéphile, hein, très cinéphile. La liste au travail, on demande toujours, petite parenthèse, évidemment, à tout invité, une très longue liste. D'abord parce qu'il faut trouver les copies, les droits, etc. Et que ça prend un peu de temps. Et là, il a été lui-même très riche, en l'occurrence, sur son choix de film. Ça partait un peu dans tous les sens, mais avec tous les sens et une certaine cohérence en même temps des auteurs qu'il voulait. On était, entre guillemets, dans le passeport étrange festival, quand même. C'est que des auteurs et des signatures qu'on a montré un jour ou l'autre en 30 ans, ou qu'on aurait pu montrer de toute façon. C'est des entités intéressantes et passionnantes pour nous, même d'ailleurs, dans ces choix. Donc je pense que ça va être comme ça arrive quelquefois, une carte blanche très cinéphilique, on n'ira pas du niveau, enfin, genre cinémathèque, mais en tout cas, qui permettra de vraiment redécouvrir, comme c'est souvent le but lorsqu'elle est réussie, parce qu'une carte blanche, ça peut être planté aussi en fonction, et avec des gens pourtant très cinéphiles et prestigieux, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri évidemment, mais là en l'occurrence, c'est une carte très réfléchie, très intelligente et minutieuse.
Le choix d'une carte blanche à Gareth Evans, qui est un contre-pied quand on voit sur le programme une fois de plus, et Olympe de Gers et Serebrennikov, on se dit à la limite, si on n'est pas ultra cinéphile, large et cinéphage, on se dit, bon, c'est encore des choix très particuliers. Mais non, au contraire, c'est l'intérêt de la chose. Si on peut casser les lignes, on ne va pas gêner pour le faire. Et c'est vrai que le cas de Gareth est une quasi-évidence à l'étrange festival. Avoir une carte blanche d'un John Woo, de quelqu'un comme Gareth, c'est presque des évidences. Et là, une fois de plus, il fallait attendre le bon créneau. Il vient de terminer son nouveau film très attendu. Il va en enchaîner un autre post-festival, puisqu'il nous fait la gentillesse d'être là sur un créneau très précis de 4 jours sur un week-end. Et il se sauve dès le surlendemain pour repartir préparer le tournage d'un nouveau film. On n'en dira pas plus. S'il va en parler devant les spectateurs, il le dira. Une de ces programmations de la carte blanche justifie pleinement le film qui va attaquer justement, même si ça peut en surprendre certaines ou certains, parce qu'on ne s'attend pas forcément avec un tel auteur de ce type de choix. Ça prouve une fois de plus, mais ce qu'on sait déjà si on lit un peu les gazettes ou même son histoire, qu'il est une fois de plus lui-même très cinéphile, donc il a une cinématographie très ouverte et très large, et elle est vraiment très maligne, parce que là où certains pourraient s'attendre à du John Woo, à des choses comme ça, oui bien sûr il y a du Miike, oui bien sûr il y a des films de Yakuza, ou des films japonais, des polars japonais, avec Joshi Shido, etc., y compris en l'occurrence un film très rare qu'on a réussi à faire revenir du Japon, et merci à Nikatsu de nous confier le film en l'occurrence, mais et à côté de ça, il y a d'autres choix qui sont plutôt étonnants. Bon, Evil Dead 2 par exemple, qui est un chef-d'œuvre absolu, ça peut paraître étonnant, mais quand on voit le programme Chaplin-Keaton par exemple, on se dit waouh, c'est vraiment le grand écart cinéphilique, mais qui se justifie. N'oublions pas que Keaton, si les gens ne se rendent pas compte, je les invite à vite redécouvrir le travail de Keaton, qui est probablement le plus grand génie de l'histoire du cinéma, sans flagornerie aucune, parce que tout était déjà là dans ce qu'il faisait. Je veux bien que Tom Cruise, entre guillemets, fasse toutes ces cascades à la Belmondo, mais bon, renvoyer les films de Keaton, c'est autant Chaplin, on a fait beaucoup, mais Keaton, c'était hallucinant, quoi. C'est Mister Master cascadeur, par définition, pour toute l'histoire du cinéma. Donc c'est vrai que c'est bien de voir dans une programmation faite par Monsieur The Red et The Red 2, justement, où le corps a son importance, le mouvement, le déplacement, l'articulation dans l'image du sens, une vraie règle par rapport à ça. Avoir du Buster Keaton est complètement cohérent. Alors certains vont se dire, bon sûr, mais c'est bien sans. Oui, justement, tout était là en cette cohérence. Donc c'est bien lorsqu'un invité choisit des œuvres comme ça, et je pense qu'il va le justifier sur scène lui-même. Il va peut-être rentrer dedans. Enfin, on va pas lui nourrir son discours, mais peut-être que lui va en parler, et de parler justement du mouvement, du déplacement dans l'espace par rapport à ses comédiens et autres, en montrant du Keaton, par exemple. On a le droit à des petits bonus quand même, des cadeaux nous-mêmes. La carte blanche Chaos Train, lorsqu'elle est sortie en réunion préparatoire, tout le monde, et c'est pas de la flagornerie, tout le monde à l'unanimité a poussé un grand cri de « Ah oui !» Il n'y avait rien de plus à dire. C'était réglé en une fraction de seconde. Ça justifie pour plein de façons. D'abord, eux-mêmes, j'invente rien, ont passé leur temps à dire, ou du moins via la voix de son fondateur, Romain Leverne, que Chaos Train n'aurait pas existé sans l'étrange festival. C'est lui qui l'écrit, on ne lui a pas soufflé. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est au-delà de la flagornerie, il y a un vrai respect, il y a un véritable partage, une obédience vraiment concordante. Ils arrivent à 10 ans d'existence, ils ont toujours été présents, d'abord comme partenaires évidemment, ils arrivent à cette 10e année d'existence, c'était un cadeau pour nous évident, 1, 2, 3, je vais y arriver en réciprocité, de leur offrir cet anniversaire et en même temps de nous faire cette très belle carte blanche, puisque évidemment, il fallait s'attendre à, j'irais presque dire une carte blanche parfaite, en 3 programmes, puisqu'elle est composée de 2 séances classiques, plus une soirée spéciale événementielle, parce qu'ils voulaient évidemment eux aussi beaucoup de films à remontrer ou à montrer au festival. On a mis les petits plats dans les grands, on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur trouver toutes les copies de choses, y compris très rares, qui viennent vraiment exclusivement à l'autre bout du monde, juste pour cette carte blanche. Je crois que même il y a 2 copies qui sont restaurées pour l'occasion de courts-métrages. Fallait vraiment faire une belle programmation, et puis elle correspond quelque part à un off, on va dire, l'étrange festival, puisque si jamais devait exister un off de l'étrange festival quelque part, c'est à eux que reviendrait le droit de le faire, puisque c'est vraiment la famille, quelque part. Donc c'est une évidence pour nous de faire cette carte blanche, et puis tout le monde est content, ils sont ravis de cette programmation, comme je viens de le dire. Nous, on est super contents de les accueillir, tout va bien.
J'ai eu le sentiment, dans toute la préparation assez exigeante de l'équipe de Chaos Reign, je dis bien l'équipe parce que c'est pas juste Romain Loverne qui s'en est chargé, ils ont vraiment discuté entre eux. Alors je ne sais pas s'il y avait Gérard Delorme ou d'autres membres en l'occurrence qui ont pu en discuter. Je pense que chacun a voulu un choix précis. Il s'avère qu'on leur a donné la possibilité, comme ça arrive quelquefois dans les cartes blanches, d'avoir une avant-première, pas forcément des films anciens. Il s'avère que le dernier film d'Amat Escalante va être présenté en avant-première dans le cadre de cette carte blanche. Ils l'avaient même découvert à Cannes, donc pas tous les membres, je suppose. Ils ont dû avoir une réunion préparatoire, de discuter, on veut ci, on veut ça serait bien de mettre ceci, cela. Et je pense qu'ils l'ont fait collectivement. J'ai pas plus de détails. En fait, on n'a pas voulu en savoir. Chaos Reign est une entité Chaos Reign. Ils nous donnent leur programme clé en main et après on saura qui vient présenter sur scène. Au moment où je vous parle, on ne sait même pas qui va présenter les séances. Je pense qu'ils seront nombreux, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. On leur laisse vraiment le choix d'arriver. Mais c'est vrai que je pense que l'intérêt de ce type de blog, qui n'est pas unique dans ce sens-là de fabrication, c'est que ce sont plein de signatures différentes. C'est vrai qu'il y a du Gaspard Noé qui traîne certainement dans l'air sans l'avoir dit ouvertement sur certaines informations. Bertrand Mandico a fait des textes, etc. Il y a pas mal de gens qui travaillent dessus. C'est bien en même temps ce côté collectif qui peut amener des idées, des ponts justement sur des auteurs auxquels ils ne penseraient pas forcément, ou des invités, ils font aussi beaucoup de questionnaires de Proust, etc. Mais tout ça est vraiment dans une... J'ai l'impression de parler presque d'une programmation de l'étrange festival en préparation, quoi. Il y a vraiment je disais une obédience parfaite, qu'on est vraiment sur la même longueur de travail artistique qui fait qu'on ne se pose pas la question. Lorsqu'on parle de l'étrange festival, c'est un groupe aussi. Il n'y a pas une personnalité qui va... Il y a un chef d'orchestre, bien sûr, c'est normal sur un orchestre philharmonique. Mais il y a quand même un premier alto, il y a quand même vraiment toute une équipe qui va former cette opération. Je pense que c'est la même chose pour Chaos Reign. Dans les hommages de cette année, c'est presque malheureux d'ailleurs parce que ça aurait été un très beau cadeau pour nous-mêmes. Il s'avère que le grand Bertie Gordon, cinéaste américain bis des années 50-60, qui a une carrière assez étonnante et assez remplie, venait de dépasser en 2023 le centenaire, surtout qu'il était encore très fringant. On peut d'ailleurs aller voir sur YouTube, il y a une interview pas si vieille, qui a 2-3 ans, qu'il a faite aux États-Unis, où il est vraiment d'attaque, qui répond très vite, etc., avec une vraie dynamique. Faisait qu'on avait rêvé pouvoir, si ce n'est le faire venir, parce que peut-être qu'à cet âge-là, les longs courriers c'était un peu compliqué, mais au moins faire une captation en direct pour présenter cet hommage anniversaire. Est arrivé fatalement ce que malheureusement nous arrive tous un jour ou l'autre. Ils viennent nous quitter là en ce début d'année pendant le printemps. On n'avait pas cassé l'envie de le faire quand même, et ça tombe non plus comme une présence hommagée anniversaire, mais comme un hommage de disparition. Je pense que beaucoup de jeunes cinéphiles, même dans les plus bisseux, connaissent certains des films que nous avons choisis, puisqu'on n'avait pas montré tous les films, évidemment. On est parti sur 6 films. Certains étaient un peu plus connus parce qu'ils ont été édités en DVD, etc., ou ont circulé sur certaines chaînes du câble, etc. Il était bien, comme on essaie toujours de le faire, je le disais par rapport à la carte blanche de Gareth Evans, il y a des choses plutôt connues, et puis des choses plutôt rares. Là, il en était de même. Il y a 2 films précisément de la filmographie de Bertie Gordon qui, à ma connaissance, je n'ai pas vérifié de fond en comble, n'ont peut-être jamais été montrés sur un écran de cinéma en France. Je ne pense pas que le marché de Cannes existait à cette époque-là, donc c'est vraiment des vraies raretés, dont Demented, et puis un second film de 66, également très rare, considéré par beaucoup comme peut-être son chef-d'œuvre d'ailleurs, qui n'est pas du tout un film fantastique là pour le coup, qui est presque un drame, un thriller-drame, qui était important de montrer. Donc voilà, on a réussi quand même, il ne sera plus là, il ne va pas pouvoir les présenter même à distance, mais au moins c'est une façon, une fois encore, pour l'étrange festival, de réhabiliter quelqu'un qui nous est cher et important. On a eu la chance de faire une vraie rétrospective avec Herschel Gordon Lewis il y a une vingtaine d'années. Ça aurait été parfait de faire la même chose, comme on l'a fait avec Jack Hill également, en son temps. Bah, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais au moins on pense à lui, on pensera à lui lors de ses projections, et puis on invite surtout les spectatrices et spectateurs à découvrir sur écran son œuvre. Depuis un certain temps, l'étrange festival s'intéresse à tout ce qui se passe en Asie, puisque là où très longtemps la communauté, si je puis dire, hindoue a été considérée comme un petit peu de côté, comme il en est pour la Blaxploitation, etc., on savait depuis longtemps que des œuvres continuaient à se faire et surtout à se développer. C'est ainsi qu'on a eu la chance d'avoir, il y a
alors j'ai plus les dates, peut-être il y a 5-6 ans maintenant, des films d'un monsieur aujourd'hui plus vraiment inconnu qui s'appelle Rajamouli, qui vient d'exploser avec son dernier film, en l'occurrence allant jusqu'aux Oscars, avec ce titre. Et nous avions fait la clôture d'une édition il y a quelques années avec la première partie de Bahubali, mais nous avions déjà montré des années avant Iga, la mouche infernale, qu'on avait découvert à une époque où personne ne s'attendait à voir ce film. Il s'avère que cette année, nous remonterons, il manquait au tableau de chasse l'autre dernier vrai grand film de Rajamouli, en l'occurrence Magadira, qui va être montré dans le cas des pépites de cette édition de 2023. Parallèlement, on n'a jamais oublié qu'aussi, dans les années 50-60, toute une famille indienne, qui s'appelait la famille Ramsay, a essayé de développer un petit peu l'équivalent de ce qui a été considéré comme la Hammer, en l'occurrence des films de la Hammer en Angleterre, donc toute une industrie du film de genre, en faisant beaucoup de photocopies. Ils ont fait des remakes des Griffes de la Nuit, de L'Exorciste, tout y est, de Dracula, tout y est passé, mais avec une patine et une passion et un savoir-faire qui n'est pas du tout dans le ridicule kitsch, comme on pourrait souvent le voir de certaines cinématographies, le cinéma turc par exemple des années 70, qui était là vraiment du pastiche de pastiche dramatiquement mal fait, mal foutu, qui en devenait kitschissime et intéressant, amusant en l'occurrence, qu'on a fait aussi dans la carte blanche de Yann Kounen pour une soirée mémorable, on a montré ces films-là traduits en direct et réinterprétés en direct, ce qui était assez étonnant. Mais là en l'occurrence, on a voulu s'attacher à pareil, 4 films, parce qu'ils en ont fait énormément, cette famille Ramsay. C'est toute une famille qui est venue du Pakistan, qui s'est installée en Inde, qui a installé des studios. Les cousins s'y sont mis aussi, le père a continué l'industrie. Ça a été une énorme industrie locale. On sait, n'oublions jamais qu'en Inde, le cinéma n'est pas une industrie de culture, mais une religion. On va au cinéma pour très peu de dirhams, enfin pas de dirhams, de roupies, pardon, pour voir des dieux à l'écran, et non pas des acteurs ou des actrices. Il y a un regard qui est très différent du cinéma, mais à côté de cela, ça n'empêche qu'ils avaient aussi une industrie d'exploitation qui était de très bonne facture et qui a rarement été montrée, qui l'a été quelquefois en Angleterre. Colonie oblige, ces films ont été, même si maintenant les films indiens sortent globalement tous, et c'est très bien foutu maintenant, puisque la communauté s'est mise d'accord avec des salles d'exploitation dans tous les pays, dont la France, et dès qu'un film sort en Inde, simultanément, quasiment, le jour ou le lendemain, il sort également en Occident. Donc ça, enfin nous, ça nous embête, parce qu'il y a de très bons films qu'on rate. Le Rajamouli, par exemple, on l'a raté à cause de ça. Le film est sorti en avril en Inde, il est sorti mondialement en avril, c'était fichu pour l'étrange festival. Mais ça n'empêche qu'on se rattrape aussi sur le back catalogue, on va dire. Donc c'était l'occasion de montrer les films des Ramsay, parce que, bon, c'est presque un hasard en même temps, mais c'est bien d'avoir en face justement des ouvrages comme ceux de Bertie Gordon, et justement une réponse à l'opposé, à l'autre bout de la planète, sur des artisans, appelons ça des artisans, qui aussi à leur façon faisaient du divertissement d'horreur et fantastique. Alors Bruce Lee. Il s'avère que l'un de nos chers collaborateurs, qui est David Gregory, qui est le créateur d'une très belle production en même temps, qui s'appelle Severin Films, cette année a fait 2-3 longs documentaires, dont un absolument démentiel, qui s'appelle La recherche de Bruce en français. Pour la faire très simple et très courte, Bruce Lee, évidemment, dieu absolu des arts martiaux pour la planète entière, a généré une quantité hallucinante de clones dans l'histoire de l'industrie du cinéma, qui ont été donc évidemment exploités dans tous les sens, mais avec des noms différents ou des lettres différentes pour des besoins juridiques, etc. Ça a donné des nomenclatures différentes, et l'un des essentiels, pas le, mais l'un des essentiels, s'est fait appeler donc Bruce Le, avec un seul E à la place de Lee, et qui a entre autres fait un film en tournage à Paris, qui va être remontré dans le cadre de cette soirée, en contrepoint du documentaire de David Gregory. On sait qu'il y a un public pour cela à l'Étrange Festival, ça va de soi. Passer à côté de l'occasion de faire une soirée spéciale autour de ce documentaire aurait été trop stupide. David lui-même aime toujours venir à l'Étrange Festival dès qu'il y a des choses à présenter, à travailler ensemble. En plus, il y a une belle surprise cette année, c'est qu'il nous fait le beau cadeau d'offrir beaucoup de goodies. Mais il ne faut pas que j'en dise plus, parce que ça prend en même temps, tant mieux, c'est les gens à venir. Mais il y aura des cadeaux dans la salle qui vont être offerts. Et préalablement, dans 2-3 jours, au moment où vous lisez cette interview, il y aura déjà sur le site et probablement sur le Facebook des cadeaux à gagner.
et pas des moindres en l'occurrence, pour justement venir les récupérer après sur nominatif à l'accueil du festival au Forum des Images. Donc c'est un travail toujours évident de travailler avec Dave, c'est avec lui qu'on avait fait aussi le très beau documentaire sur le tournage avorté de Dr Moreau, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est également dans l'obédience de l'étrange. On travaille toujours avec grand plaisir. Donc, quand il nous a annoncé que son film était terminé, son documentaire était terminé, je crois que la première mondiale avait lieu à Tribeca. Il va commencer à circuler, il passe par l'étrange festival. Je crois qu'il était aussi en juillet à Fantasia au Canada, parce que c'est aussi la famille. Voilà, c'est un plaisir de l'accueillir et on va en profiter pour fêter ça le mieux du monde. Sans coup de savate dans la salle, je rassure les mâchoires de tout le monde. Un an avant le 30e anniversaire, quels sont les souvenirs impérissables que je pourrais retenir? Ils sont beaucoup trop nombreux. Alors je peux la faire, il y a deux axes possibles, je peux la faire démago et de dire que de voir 30 ans plus tard des jeunes gens qui peut-être n'étaient même pas encore nés lorsqu'on a créé le festival et se comportaient de la même façon que ceux qui étaient là il y a 30 ans est rassurant. Presque salvateur pour le cinéma tout court, d'ailleurs pour le cinématographe et pour l'avenir de la création. Ça veut dire que 30 ans plus tard, il y aura toujours des envies et de suivre un petit peu ces courants-là. Donc je pourrais dire que ça, quelque part, c'est un beau souvenir d'avoir vu cette flèche continuer à se gravir comme ça, cette montagne qui se montait. D'autres souvenirs plus artistiques, on aura réussi, et c'est pareil, en 30 ans, c'est un petit peu logique et cohérent, pardon. On aura réussi en 30 ans à se faire plaisir en invitant beaucoup d'artistes du monde entier qui ont nourri notre culture historiquement des années 50, 60, 70, 80, voire jusqu'à la fin du siècle dernier, qui évidemment nous ont quittés depuis, ce qui est normal, ça va tous nous arriver un jour, mais au moins ils étaient là. Et ici même, au Forum des Images, j'ai des souvenirs avant même la reconstruction du lieu, avec ces artistes, de certaines situations, certains accueils des spectateurs. J'ai souvent répété cette anecdote assez émouvante où l'un des cinéastes japonais que nous avions invité au tout début des années 2000, je crois, pour un cycle rétrospectif, il arrive au festival, il avait déjà lui à l'époque 70-75 ans de mémoire. Il arrive au festival, ça se passe très très bien, il est très bien accueilli dans la salle 500 avec des copines neuves, etc. Au bout de 2-3 jours, je demande à sa traductrice, ça va, tout se passe bien, il est content, l'hôtel, etc. Elle me dit oui, oui, tout est formidable. Je dis, parce qu'il a l'air un petit peu fermé, il y a quelque chose qui peut-être ne va pas. Elle me dit mais non, non, tu ne te rends pas compte. Il est découvert et hommagé comme s'il était Jean Renoir à la Cinémathèque, alors que eux, quand ils faisaient des films, c'était pour le quartier de Shinjuku malfamé, c'était des films pour des quartiers à putes, etc. Et il y avait des garçons dans la salle. Là, il rentre dans une salle de 500 places. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont là à l'applaudir, etc., à lui poser des questions. Il est totalement perturbé, il ne comprend pas ce qui se passe. Quand vous réalisez ce que ça veut dire, et quand on sait aujourd'hui, en 2023, la situation de cinéastes, on pourrait citer McTiernan, Carpenter et beaucoup d'autres qui eux-mêmes ont baissé les bras face à Hollywood, face à la situation de la production, se dire qu'on a au moins permis à des gens, entre guillemets, d'y croire encore un peu, ça c'est vraiment salvateur et puis c'est surtout gratifiant parce qu'au moins non seulement on s'est fait plaisir de les avoir, mais en plus on leur a fait une dernière fois plaisir. Quand vous réussissez ça, franchement, vous avez réussi beaucoup de choses.